Bonjour Joël Samedi. Bonjour. Donc pour commencer, je vais vous demander un petit peu de vous présenter quel est votre métier et votre parcours. Alors, c'est une question compliquée ça. Euh, le métier, c'est une question compliquée parce que le métier a plusieurs intitulés. On s'appelle de temps en temps dialoguiste de doublage. Vous allez vous intéresser au doublage, au sous-titrage, aux deux. Je fais les deux. Plus doublage. Plus doublage. Donc en doublage, je suis adaptateur, je suis doublaturge, c'est là les deux mois. Il y a un confrère qui a trouvé un terme génial, c'est tradaptateur. On traduit des films, on essaye de les restituer au mieux selon tout un tas de critères dont le synchronisme est le plus apparent, mais des critères de jeu, il faut que le texte soit jouable. Euh, donc une traduction fidèle, ça j'ai dû le sous-entendre. Et puis voilà, il faut que ça puisse être joué. Il faut que ça ressemble, que ce que le personnage dit corresponde à ce qu'il a l'air de dire. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Les synonymes, les reformulations, les jeux de mots, voilà. Hors exemple, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. D'accord. Mais il y a plein d'exemples. Alors je vais vous poser une question qui est très précise sur une catégorie de films, qui sont les films polyglottes. Mhm. Comment est-ce que ça se passe pour adapter ce genre de texte, notamment quand il y a un français par exemple qui est... Alors, il y a polyglotte d'un côté et il y a français de l'autre. Quand il y a du français dans un film, c'est un cas particulier parce que moi je travaille beaucoup sur du cinéma anglophone. À partir du moment où on a un personnage qui s'exprime en français, la question est de savoir pourquoi il s'exprime en français. Si le fait d'avoir le personnage, mettons, principal du film, qui ne comprend pas ce qui est dit, si c'est tout, à ce moment-là, on peut éventuellement substituer une autre langue au français et, se retrouver avec un doublage, un personnage doublé en français, ne comprenant pas quelqu'un d'autre qui s'exprime en italien ou en allemand. On peut avoir ça. À partir du moment où le français où l'élément français du film original euh, devient spécifiquement français, là, ça commence à devenir un peu inconfortable. Un exemple, un voyage de noces à Paris, qui est une ville supposée romantique pour une grande partie du monde anglo-saxon. S'il y a une grosse tour Eiffel dans l'arrière-plan, tous les problèmes d'incompréhension entre les personnages principaux et leur environnement vont devoir être traités autrement. J'ai eu, par exemple, j'ai travaillé sur un redoublage de Rencontre du troisième type, où le personnage de Claude Lacombe, qui était joué par François Truffaut, s'exprime en français, n'est pas compris par le personnage de Richard Dreyfus, et il y a un interprète qui est là pour servir de passerelle. Monsieur Truffaut, à l'époque, avait dit on ne peut pas faire de moi un savant allemand et me doubler en allemand parce que le public français va rigoler. On s'était conformé à ça et on avait fait de ce personnage d'interprète une sorte de super assistant qui finissait les phrases de tout le monde. La séquence en question est difficile à regarder. À l'époque, moi j'avais dit tiens, si on va le redoubler. Maintenant, de toute façon, François Truffaut étant décédé pour le plus grand malheur du cinéma français, mais peut-être que pour ce film-là en particulier, il est peut-être temps de sauver quelque chose. On aurait pu en faire un savant suisse qui s'exprimait en allemand, qui ne parlait pas une broque de anglais ou de français, et se retrouver avec un interprète qui correspondrait à quelque chose. Cette requête que j'avais faite vis-à-vis de la production de l'époque, le doublage a dû être fait au début des années 2000, n'a pas été retenue.
Donc ce que j'ai fait dans mon redoublage, on a gardé ce statut de mouche du coche qui pépille autour des autres personnages, et j'ai essayé d'arranger ça un petit peu à ma sauce pour que ça soit vaguement crédible. La séquence est quand même d'une grande faiblesse par rapport à ce qu'on aurait pu en faire. Ça, je donne un exemple d'un problème qui peut être résolu. Euh, j'ai eu un autre film, alors ça ne nous rajeunit pas, ça s'appelait La Différence, où un professeur, donc en version, ça se passait en Nouvelle-Angleterre, vous connaissez La Différence? Il y avait des tas de petits jeunes totalement inconnus, Matt Damon, Ben Affleck. Dans ce film, La Différence, il y a un prof sadique qui torture un élève, et c'est un prof de français. Et l'élève qui a quand même bien préparé son thème, c'est-à-dire une traduction de l'anglais vers le français, il commence à faire des erreurs d'inattention, le type le travaille encore, et il y a un crescendo dans la difficulté, il commet des erreurs de plus en plus grossières, jusqu'au moment où il se liquéfie et il est évacué, et le prof se dit qu'il est content. Donc ça se passait dans une école prestigieuse des années 50. Moi j'avais dit, les langues que je maîtrise à peu près sont l'espagnol et l'italien, mais si vous voulez, on pourrait monter quelque chose avec un prof de latin. On m'a dit, italien c'est très bien. Moi je me suis dit, tiens, ça tombe bien, en italien je peux faire synchrone des erreurs, un crescendo d'erreurs d'italien. Et ça a fait la blague, j'ai fait mon truc. Happy end. Si le type, le professeur, avait eu un seul mot écrit au tableau noir, il fallait repenser toute l'histoire. Là, j'ai eu de la chance. Ça, c'était une partie de la réponse. C'est-à-dire, il y a le polyglotte français et il y a le polyglotte. Alors là, je ne sais pas si c'était dans votre film que Catherine en a parlé tout à l'heure, mais on a fait un film ensemble qui s'est appelé en français Seule la vie, où il y avait à peu près un tiers du film qui était en espagnol, et le reste se passait à New York. Nous, et d'ailleurs c'était l'opinion du réalisateur du film, on était tout à fait en faveur de ne doubler que l'anglais en français, et de garder le décalage entre les deux univers. En plus, la photo était différente d'un endroit à l'autre. C'était vraiment des parties qui étaient traitées de façon très séparée, et c'était sur ce décalage-là que jouait le film. C'était un film un petit peu abstrait sur l'imprévisibilité de la narration. C'était pas aussi mauvais que ça aurait pu l'être. C'était un film très intéressant. Et donc nous on arrive en disant, la cinéphilie exige qu'on garde ce décalage. Et les instances dirigeantes, enfin le chef de Mars Film pour ne pas le nommer, a dit pas du tout. Vous allez me mettre tout ça en français parce que le spectateur qui regarde une version doublée ne va pas se fatiguer à lire des sous-titres pendant un tiers du film. Donc, il y a une nécessité impérieuse à faire un seul doublage pour que le film fonctionne comme un produit doublé. Et nous autres cinéphiles, on a vu arriver ça d'un mauvais œil, mais le chef a parlé, on a fait le truc. Et au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'il avait raison. Et donc on est arrivé à un résultat qui nous a quand même paru extrêmement cohérent. Et on s'était ménagé sous le coude la possibilité de faire un mixage pour le DVD alternatif, laissant la part bilingue du film,
français-espagnol pour restituer l'anglais et l'espagnol de l'original, on s'était ménagé la possibilité de le faire en option sur la version du DVD. Finalement, cette option-là nous a paru moins utile et curieusement moins fidèle à l'esprit original que la version monolingue qui pourtant, si on nous avait donné le choix au départ, on n'aurait jamais procédé comme ça. Donc on peut aussi découvrir à l'usage, enfin il y a énormément, c'est un travail collectif. Moi, je vais vous parler de ma partie et de la façon dont j'ai résolu mes petits problèmes langagiers. Derrière, il y a toute une chaîne artistique et technique, une direction artistique et des comédiens qui font que la chose marche. On n'a pas fait la version bilingue. Donc voilà, j'espère que ça a résolu. La question a été posée en 3 syllabes, la réponse beaucoup mieux. C'est pas grave, je vais passer du coup à la prochaine question. C'est comment est-ce que vous décidez de la nécessité de traduire ou pas un nom? Du coup, je pensais pas mal à l'Heroic Fantasy, notamment par exemple à des jeux comme Skyrim, où tous les noms propres sont traduits dans la version française. Comment est-ce qu'on choisit si ça se fait ou pas? Alors, il y a toujours plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Certains peuvent être plus importants que d'autres. Dans le cadre dans l'Heroic Fantasy, on a très souvent le film n'est pas la première déclinaison de la marque. Je crois que j'ai vu dans votre liste de questions Harry Potter cité. Harry Potter, ça commence par être un bouquin qui est traduit par des traducteurs littéraires et qui établissent un certain nombre de conventions. Les gens qui arrivent pour doubler le film, ils vont avoir très envie d'écrire des noms qui seront synchrones, qui fonctionneront selon leurs critères à eux. Ils vont avoir envie de traiter leur doublage comme un doublage. Et peut-être que, enfin, je n'ai pas travaillé sur ces films-là, mais peut-être que par convention, on va leur dire, rapproche-toi quand même de la traduction littéraire, parce que Harry Potter, c'est vu principalement comme un bouquin et les films vont essayer de dupliquer le succès phénoménal et les cultissimes que les bouquins ont eu en librairie. On peut, si on est dégagé de toutes ces contraintes-là, si on a affaire à une œuvre originale, mettons que ça existe encore, qu'un scénariste original ait une idée originale, écrive un scénario original et fasse un film original, sans être appuyé sur une autre propriété intellectuelle venue du monde des jeux vidéo, venue du monde du jouet, des Lego. Si le point de départ était le scénario, à ce moment-là, on n'a que des questions artistiques. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, est-ce que tel ou tel jeu de mots de l'expression originale, est-ce que tel nom est important à restituer? Si la réponse est oui, à ce moment-là, on va sortir notre petit arsenal, on est très très content, et puis on peut exercer une certaine créativité en s'appuyant sur le fait qu'elle est nécessaire. Quand on travaille sur des produits très commerciaux, ces décisions-là sont généralement prises par les gens d'argent. Vous avez eu pour Deadpool, vous avez reçu l'adaptation du prix de l'ATA, donc l'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel. Oui. Comment ça se passe, l'adaptation de blagues et de jeux de mots, surtout s'il n'y a pas d'équivalent en français? Une blague ou un jeu de mots, ça peut s'appuyer. Il y a 50 façons d'être drôle.
Si la façon d'être drôle est la mise en relation de deux éléments par le biais d'une référence, par exemple, on peut chercher des références. Enfin, la recette du Deadpool. On peut chercher des références qui sont plus connues, qui restent des références. Mais c'est un peu casse-gueule comme exercice, parce que traduire un nom anglais par Michael Jackson sous prétexte qu'il est connu, c'est aussi, d'un point de vue strict, de stricte traduction, c'est un peu abusif. C'est dire un tel et Michael Jackson, c'est à peu près la même chose. Je vais donner un exemple un exemple où plus personne risque de se formaliser, à part peut-être moi. C'était dans les années 90, c'était un film qui s'appelait Prof et Rebelle. Un film, mais un film pas très bon, pour le dire charitablement, mais surtout un film basé que sur des références. Il n'y avait que ça comme humour, et donc et c'était une répétition de gag, tous les 15 secondes il y avait un gag, et ce gag, c'était toujours une référence. Donc le mec, question-réponse. Who was responsible for the first moonwalk? Et la réponse vanne, c'est Michael Jackson. Et la bonne réponse, c'est Neil Armstrong. Ça, je vous laisse sous-titrer. Hein. Mais, donc, moi, j'avais pour restituer ça en gardant un gag, j'ai fait du franco-français. Le film était complètement délirant. Je me suis cru autorisé à dire qui a marché sur la Lune en premier. C'est Tintin. Je trouvais ça drôle. Toi pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça, donc bon, à partir du moment où j'avais mis ma petite trouvaille dans la boîte, c'était aussi une époque où on se posait un petit peu moins la question, c'était fin des années 80, début 90, où on se posait moins la question, est-ce que j'ai le droit de citer la propriété intellectuelle d'une tierce personne qui n'a rien à voir avec... On ne se posait pas tellement ces questions-là. C'est Tintin, c'était à peu près au niveau humoristique du gag d'origine. Pour moi, mon travail était fait. J'arrive à la projo finale, on n'a pas gardé ton truc, on a mis... c'est Michael Jackson. Qui est le premier à avoir marché sur la Lune? C'est Michael Jackson. Ça te fait rire encore moins, ça. Voilà. Donc, l'humour, c'est tellement large que je ne peux pas te donner une recette. Pour faire quelque chose de drôle, on s'appuie sur... comment faire du drôle? Comment on fait du drôle? Non, mais je pense que déjà, ce qu'on peut dire, c'est que parfois, on va prendre une référence en français, mais que quand on peut, plutôt que de faire du franco-français, si on a un truc de bien, on va faire une autre blague sans référence. Ça nous arrive aussi. Ouais. Mais là, c'est moi qui l'ai dit hors caméra. Oui, non, mais tu as raison. What she said. Finalement, ton idée aussi qu'on pouvait faire une conversation tous les quatre, c'était pas si mal parce que... Écoute, je suis sur un canapé, il y a la place pour tout le monde. Vas-y, répète-le. Ouais. Tu dézoomes, mais bon, bref. Oui, il y a certainement des recettes par lesquelles je passe, mais je ne sais pas si je serai en mesure d'en faire une théorie, de dire c'est comme ça qu'on fait. J'ai peut-être pas bien préparé cet entretien, mais comment on fait du drôle avec du drôle? Je sais que j'y arrive. C'est vrai. On confirme. Mais de là à savoir comment je m'y prends... Dans Deadpool, là, le deuxième, celui dont je me souviens le mieux, donc pour lequel on ne m'a pas donné de prix, mais je me suis bien marré quand même, il y a à un moment Deadpool qui dit, il cite Beyoncé, et c'est à cette occasion-là que j'ai appris que Beyoncé, le fiancé de Beyoncé, lui avait été infidèle, lui avait trompé avec je ne sais plus qui. Et
et donc, Deadpool est en train d'essayer de désamorcer une situation en disant, comme dirait Beyoncé, et là il part complètement en live, arrête de me tromper. Et ça n'avait... la raison pour laquelle c'était drôle, c'était que c'était inattendu. Moi, avec ça, je risquais pas, en étant un traducteur fidèle, d'aller bien loin dans le drôle. Donc, en français, je lui ai dit, comme dirait Beyoncé, please, quit tromping me with your greluche. Et ça m'a paru plus drôle. Donc, j'ai gardé ça. Voilà. D'où c'est venu, à quel... Quand j'étais lycéen, il me posait la question. Non. Moi, je suis parfois pas drôle exprès. Quand j'étais lycéen, il nous faisait écrire des commentaires de texte, et une des questions à laquelle j'avais le plus de mal à répondre, c'est expliquer les ressorts du comique. Pourquoi ça c'est drôle? Et il fallait dire oui, parce que dans le médecin malgré lui, il croit que l'autre... Voilà. Pourquoi c'est drôle? Je trouvais pas ça drôle, mais il fallait quand même expliquer les ressorts du comique. Je suis très mal placé pour expliquer les ressorts du comique. Voilà. Je sais que j'arrive à me faire marrer tout seul avec les dialogues que j'écris, et que c'est une chance. Voilà. Comment ça se passe, vos droits sur l'adaptation? Ah oui. Oui. Alors là, sérieux. Oui. Là, on rejoint un élément fondamental et une grande source de fantasme pour nos interlocuteurs clients. Les droits d'auteur sont, comme tous les droits de propriété intellectuelle, une rémunération proportionnelle sur l'exploitation des œuvres que nous commettons. Donc un film qui fait énormément d'entrées va nous rapporter de l'argent à terme, parce que il faut que la SACEM, qui est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, curieusement, gère les droits d'auteur d'adaptation audiovisuelle. Il y a des raisons historiques à ça. Je ne sais pas si ça rentre dans le champ de ta question, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je prends après. Il ne faut pas non plus que je prenne trop de temps pour en perdre. Il y avait des pianistes dans les cinoches au moment du muet, donc il y avait des circuits de perception de droit, et c'est comme ça que la SACEM est devenue l'administratrice, la gestionnaire des droits sur les adaptations de synchrone et de sous-titrage. Voilà. Donc, comment ça se passe selon si un film a du succès en salle ou pas, proportionnellement, on reçoit une petite partie de ça. On reçoit également des droits sur les diffusions télévisuelles. Le nombre de DVD vendus, la VOD, etc. Il y a toujours une petite part qui est retenue, dont une grande proportion va aux compositeurs de la musique, et une petite proportion, mais non négligeable quand même. Quand tu fais un film à succès, Gravity, dont on parlait tout à l'heure, était très satisfaisant à ce niveau-là. Nous sommes considérés comme des auteurs, nous sommes payés en droit d'auteur, et oui, on ne cotise pas au chômage, donc on ne touche pas le chômage, parce que notre temps de travail n'est pas chiffrable. C'est-à-dire, ah tiens, oui, je vais trouver une bonne vanne, je vais l'avoir dans ma douche. Voilà, c'est pas chiffrable en termes de temps. À la louche, quand on reçoit un film, on se dit, oui, celui-là, je peux te l'écrire en 11 jours si tu es vraiment pressé. Mais oui, c'est considéré comme un travail de l'esprit, oui. Donc dans le cas d'un redoublage, c'est pareil, on vous redemande pour utiliser vos textes, par exemple. Je sais que Disney l'a fait pendant un temps, il a redoublé beaucoup de ses films.
Alors pour les redoublages, moi j'ai peu d'expérience avec ça, j'en ai fait qu'un seul, dont le doublage d'origine avait été écrit par mon père. Donc ça c'était Rencontre du troisième type. Donc c'était pas le premier film qui était co-signé par Fred et Joël Saldier. Et donc j'ai tout naturellement déclaré seulement la moitié, parce que j'avais eu accès à son texte d'origine au moment où je faisais mon adaptation. Donc dans mon cas c'était une co-signature. Je sais pas comment ça se passe pour les redoublages. Comment ça s'est passé pour l'adaptation de 12 Years a Slave? Puisqu'il y a Catherine qui m'a expliqué notamment que vous aviez eu des difficultés par rapport à certains termes de l'esclavage. Oui, là il y a des... alors nous quand on élabore un texte de doublage, on a des éléments de traduction du propos et on a des éléments de style. Et le style est très important pour donner le caractère du personnage. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a plein de façons de flinguer un personnage. On peut vraiment faire beaucoup de mal. L'exemple type, c'est un anachronisme. J'appartiens à des groupes sur Facebook où les auteurs se défoulent à mettre des captures d'écran, à dire oui, dans Downton Abbey j'ai vu teuf et meuf, etc. Effectivement, un personnage ne va pas rester lui-même et donc on va avoir du mal. Donc la caractérisation des personnages par le biais du style littéraire est un élément fondamental, aussi important sinon plus que par exemple le synchronisme labial. Il faut que ça corresponde à la personne. Et donc les tics de langage, les jargons, les habitudes, les façons de dire d'un personnage étant très importantes, on a tendance à se rabattre sur des façons de dire qui sont répertoriées. Or, quand on travaille sur un film, si 12 Years a Slave, si un film, n'importe lequel, se passait dans Harlem des années 2020, à ce moment-là, on a des correspondances parce que des Noirs urbains français, il y en a, et ils ont des façons de s'exprimer, et des correspondances on fonctionne beaucoup par convention dans le doublage, mais qu'on est habitué à entendre. Donc, cette fonction vitale de caractérisation d'un personnage, elle va pouvoir se faire. On recule de 150 ans, il n'y a pas de black en France. Il y a donc leur façon de s'exprimer, ce que les Américains appellent ebonics, c'est-à-dire les façons de c'est un terme un peu raciste d'ailleurs. Je suis surpris qu'un endroit aussi politiquement correct que les États-Unis applique à l'étude de ces systèmes langagiers-là, de ces façons de dire historiques, un terme comme ebonics. Mais bon. Donc, à l'époque, ils avaient une façon déjà typée de s'exprimer, les Noirs. Nous n'avons pas ces correspondances-là. Donc j'avais travaillé sur un film en sous-titrage. Déjà on se mouille moins de cambouis là-dedans. J'avais été confronté à la même problématique avec un film qui s'appelait Beloved, d'après Toni Morrison. C'était dans les années... J'ai fait beaucoup de choses dans les années 90, moi. Et donc il y avait des façons de s'exprimer qui étaient typées, et en français, pour les restituer, j'avais pas de possibilités. Donc j'avais adopté un langage qui était forcément un petit peu plus neutre, moins typé, pour pas tomber dans une caricature, dans un anachronisme, pour pas être à côté de la plaque.
cette neutralité m'était autorisée par le sous-titrage. 12 Years a Slave, il y a cet élément-là qui entre en ligne de compte. Il y a aussi le fait qu'on avait des personnages qui étaient... qui s'expriment... Alors, dans la version originale, ils avaient fait un gros effort pour parler comme à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait un langage qui était désuet. C'était aussi un langage où l'écrit n'intervenait pas. On s'exprimait, il y avait un élément croyant, biblique, et il y avait des fautes de syntaxe qui étaient appuyées, qui étaient très bien étudiées. Et dès que tu commences à parler un petit peu désuet en français, tu as tout soudain l'impression que le langage est soutenu. Et donc, ça ne va pas avec les haillons. Tu vois les gens s'exprimer comme ça. Et d'ailleurs, avant de m'y mettre, j'ai été amené à faire à adapter des petits bouts de dialogue pour que Raphaël puisse faire ses essais de voix. Donc moi, j'étais aussi un petit peu nouveau sur le projet, j'ai été confronté à tous ces critères, j'étais un petit peu pris de court, mais j'ai restitué, en fonction de tout ce que je t'ai expliqué précédemment, au mieux. Et Raphaël m'a appelé en me disant « mais je ne peux pas donner ça à mes acteurs, ils s'expriment de façon trop soutenue pour des esclaves en haillons, ça fonctionne pas, j'arrive pas à leur transmettre ça, et donc eux n'arrivent pas à sortir. Et donc le temps qu'on se parle et qu'on se comprenne sur les enjeux et la restitution sur le plan strictement littéraire, avant même de rentrer dans l'oralité et de faire le travail prodigieux qui a été fait à la suite de mon travail à moi au moment de l'enregistrement. Ça, il te racontera ça mieux que moi, comment ça s'est passé, mais il a fallu qu'on se mette d'accord sur les ingrédients même de ce langage. Parce qu'il fallait traiter ça comme un langage à part. Et je pense que en tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire. Vous n'êtes pas du tout référé, par exemple, parce que c'est un livre à la base. Oui. Il y a eu une traduction française du livre, vous n'en êtes pas du tout inspiré ou appuyé dessus pour peut-être vous aider ou vous aiguiller? Alors, le livre, je me suis beaucoup appuyé sur Alors, pour répondre à ta question, non. Parce que moi, ce que j'ai, c'est du dialogue. Tout est oral. Le livre a été écrit par quelqu'un, après coup, qui dit « il s'est passé ceci, il m'a dit ça », et donc ça c'est pas du dialogue. Donc, par rapport à... ça aurait été un exercice beaucoup plus confortable de traduire le livre. Mais pour les termes, justement, peut-être par exemple dans le livre, ils sont... les termes sur le langage ou des choses comme ça, il n'y a aucun moment peut-être... Le vocabulaire, tu veux dire? Non. C'est jamais le vocabulaire qui a posé un problème. C'était toujours les tournures, la façon de prendre une idée et de la transformer en mots. Ce que nous faisons, nous, sans y penser, on a toujours notre manière de dire qui dit un peu qui on est, et qui on est dans ce cas précis était extrêmement difficile et hasardeux en termes de restitution. Voilà. Je voulais savoir aussi si vous avez déjà travaillé sur l'adaptation de parties chantées dans un film. Là, on s'éloigne vraiment de la question présente, mais... Alors là, c'est à la fois le cauchemar et le bonheur. Ça va, t'as tout le spectre. C'est ce qui est le plus difficile. La chanson et la poésie, parce qu'on peut
peut les mettre ensemble. Dès lors qu'il y a une métrique à respecter, non, la chanson est plus difficile parce qu'on peut, avec la poésie, tricher par rapport aux appuis et au synchronisme. En revanche, une chanson, elle a ses appuis exactement à des endroits qu'on ne peut pas substituer. Le synchronisme labial, le synchronisme gestuel, il y a énormément de critères. Il y a aussi le sens. Et ça, c'est ce qu'on sacrifie assez souvent dans... Comment te dire ? J'ai vu beaucoup d'adaptations de chansons où le sens de l'original avait été sacrifié aux autres critères. Ça arrive beaucoup. À décharge, jongler avec tous ces critères n'est pas facile. Il y a aussi, même à partir du moment où on est content du texte de la chanson, il y a un passage de la chanson à l'acteur-chanteur qui va l'interpréter. Là-dedans, il peut y avoir une transmission exacte, mais pour peu que l'acteur-chanteur sache lire une partition, par exemple. Je donnais un exemple tout à l'heure j'avais travaillé avec une personne qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Claude Lombard. On a fait un film ensemble qui s'appelait Opération Shakespeare, qui était un bon tremplin pour ce genre de choses. Parce qu'il y avait du rap, il y avait du rap accompagné. Donc il y avait des gens qui tapaient, donc on ne pouvait pas se balader avec notre synchronisme, il fallait être absolument en place. Il y avait du déclamatoire shakespearien, il y avait des chansons de Troufion, il y avait vraiment une matière et donc un gros élément musical. On m'avait dit, tu vas chanter tes chansons à cette Claude Lombard, et elle m'a écouté religieusement, elle m'a enregistré sur cassette, on avait des cassettes à l'époque. Et avec ces cassettes à l'époque, elle a rédigé sa partition qu'elle a donnée aux acteurs-chanteurs. Elle les a coachés pour faire le travail. Et à l'arrivée, il n'y a aucune différence entre mes intentions musicales et le produit fini. Donc Opération Shakespeare, c'est quelque chose, c'est un film où ces choses-là se sont transmises de façon très efficace. Ça a fait quand même intervenir une personne qui était spécialisée là-dedans, c'est un budget. Parfois, il n'y a pas le budget pour faire ce genre de choses, et la transmission peut se faire de façon plus ou moins hasardeuse. J'ai eu un petit rappeur dans un film, c'est encore un bon exemple, un film de Shyamalan qui s'appelait The Visit. C'était censé être un film d'horreur, c'était pas très efficace, mais moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait un petit gamin dedans qui était rappeur et qui faisait feu de tout bois. Il prenait des situations et puis il en faisait du rap. Et c'était pas toujours très bien fait parce que c'était censé être improvisé de sa part. Et collé à ce petit gamin qui faisait son rap, c'était très... c'était difficile, j'y ai passé du temps, mais quand j'ai vu la chose sortir du gamin, j'étais ravi. Et ça, j'ai enregistré, ça s'est fait en Belgique. J'ai enregistré pour la directrice artistique le rap avec tous les appuis aux bons endroits. Ensuite, j'ai envoyé la chose, et entre la direction artistique, le gamin lui-même, le monteur, ils ont réussi à en faire quelque chose. De temps en temps, il y a certains directeurs artistiques qui n'ont pas un sens musical très poussé. Et juste, ça peut être un crève-cœur. Et c'est difficile d'imaginer plus ringard qu'une chanson mal doublée. Quand c'est bien fait, c'est une grande satisfaction.
enfin moi, le rap de Opération Shakespeare, je t'ai écrit ça en 1994, t'étais même pas né toi en 94. Mais je peux le ressortir maintenant. Tellement j'ai passé du temps dessus, tellement ça m'a inspiré, bah voilà. Ce sont des moments de grande satisfaction artistique. Voilà. D'accord. Et ben, écoutez, pour moi, ça sera tout. Ouais. Donc, je vous remercie d'avoir participé, c'était super Bah, sympa. je vous remercie aussi, si tu as besoin d'un vouvoiement, il est là.